Chers amis, bonjour. Il y a fort longtemps, des milliers et des milliers d'années, les hommes ont inventé comment vivre en collectivité en mutualisant les efforts. Le chasseur, qui avait de la viande en abondance, en fournissait à tout son entourage. Et lorsqu'il en fournissait au cueilleur, celui-ci, en échange, lui donnait des baies. Lorsqu'il apportait la viande au semeur, celui-ci lui donnait du blé. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, commença à se mettre en place ce que nous appelons de nos jours le commerce. Le commerce, à l'origine, ça n'est pas la vente de quelque chose. Le commerce, c'est cette relation entre les gens. D'ailleurs, on dit encore, enfin les érudits disent encore que quelqu'un est de bon commerce, c'est-à-dire qu'il est agréable dans les échanges avec lui. La relation avec lui est plaisante. Et c'était quelque chose, en fait, de complètement naturel. C'était quelque chose de totalement légitime. Tu me donnes ceci, je te donne cela. Nous pouvons mutuellement nous apporter quelque chose. Et la mutualisation et la vie en collectivité, c'est ça. Qu'est-ce que je peux t'apporter? Et toi, en échange de ce que je t'apporte, pour me témoigner ta gratitude, parce que tu ressens de la gratitude, cette énergie qui est indispensable à la vie heureuse de l'être humain, eh bien pour me témoigner ta gratitude, tu me donnes ce que tu as, ce que tu sais faire, ce que tu fais avec amour. À la base, la relation entre les hommes, c'était ça. Il y a quelque chose que je sais faire avec amour. Je le partage avec toi. Et toi, en échange de ça, pour continuer à entretenir cette énergie d'amour et d'échange, tu me donnes ce que tu sais faire avec amour. Il est arrivé un moment où les activités des êtres humains se sont tellement diversifiées qu'il était très difficile de continuer à passer par le troc. En effet, pour ce qui était de la nourriture, eh bien, on a toujours besoin de manger. Mais petit à petit, on a commencé à faire du troc pour avoir par exemple un vêtement. Et la couturière mangeait tous les jours la viande du chasseur, mais le chasseur, lui, n'avait pas besoin tous les jours d'avoir une tunique de chasse. Donc petit à petit, pour simplifier les choses, et que personne ne soit volé parce que l'honnêteté exigeait que tout le monde y retrouve son compte, on a inventé l'argent. On a inventé la monnaie. Et cette monnaie permettait à la personne qui fournissait quelque chose de recevoir en échange de ce qu'elle avait fourni, de quoi se procurer ce dont elle avait besoin. On était toujours dans la satisfaction du besoin. On était toujours dans l'échange de produits de première nécessité qui satisfont les besoins primaires. Alors 40 siècles après, presque, 20e siècle, même avant, mais 20e siècle surtout, les choses commencent à partir un peu en sucette. L'argent, qui jusqu'au début de la société industrielle n'était qu'un moyen d'échange, commence petit à petit à devenir un bien. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser l'argent pour se procurer un bien, on considère l'argent comme un bien. Et on le stocke comme un bien. Il y en a qui collectionnent les timbres, il y en a qui collectionnent les statues, il y en a qui collectionnent les tableaux, puis il y en a qui collectionnent l'argent. Et c'est comme ça qu'on a commencé à collectionner l'argent sur des comptes en banque et sur des livrets de caisse d'épargne, et que certaines personnes se sont mises à stocker l'argent. Lorsque j'étais jeune encore, j'ai le souvenir que quand on allait faire les courses, j'avais la chance d'appartenir à une famille plutôt aisée, qui avait les moyens, à peu près tout le temps, de payer ce qu'elle achetait.
et en tout cas qui achetaient ce qu'elle avait les moyens de payer à coup sûr. D'autres personnes, beaucoup plus modestes, étaient beaucoup plus en difficulté. Et enfant, j'ai le souvenir, dans les magasins, dans les boutiques, la charcuterie, la fromagerie, la crèmerie, la poissonnerie, la boulangerie, etc. J'ai le souvenir de ces gros cahiers qu'il y avait sur la caisse, où la patronne ou la caissière, ça dépendait de la taille du magasin, notait, après avoir dit à la cliente « Je mets ça sur votre compte, Madame Durand. »« Oui, s'il vous plaît, Madame Dupont. » Madame Durand savait que Madame Dupont n'avait pas aujourd'hui de quoi lui payer ses achats, mais elle savait qu'à la fin du mois, quand la paye allait tomber, Madame Durand allait revenir et solder son compte. Et là, à la fin du mois, tous les commerçants tenaient les comptes prêts. Qu'est-ce que je vous dois? Je vous dois. Pour ce que vous m'avez avancé, pour ce que vous m'avez donné, je vous dois en échange cette monnaie d'échange. Et c'était encore l'époque où chacun acceptait de payer sans barguigner les choses, le prix qu'elles coûtaient. Parce que les commerçants encore à l'époque, ça commençait déjà à dériver un petit peu, mais les commerçants encore à l'époque savaient que leur rôle c'était de fournir des produits de première nécessité. Le gadget n'a été inventé que plusieurs années après. On a vu apparaître les gadgets et le nom de gadget d'ailleurs. Gadget qui désignait un truc complètement inutile qu'on avait envie d'avoir mais qui servait à rien. J'étais déjà adolescente. Pendant toute mon enfance, les achats étaient des achats de nécessité. Et il y avait bien quelques grands magasins, Samaritaine, Le Bon Marché, etc., où on trouvait des produits de luxe. Mais c'était quand même globalement des produits de luxe dont on pouvait se servir. C'est-à-dire que c'était des vêtements de luxe, c'était des produits alimentaires de luxe, mais enfin c'était des choses qui servaient à quelque chose. Le truc qui servait à rien et dans lequel on met un prix fou, ça a commencé à naître quand j'avais une quinzaine d'années. Et j'ai aussi le souvenir que les commerçants étaient des gens tranquilles, ils savaient que leurs clients allaient les payer. Ils pouvaient très très bien laisser Madame Durand sortir avec un plein panier de fromage, de viande, de poisson ou de légumes qu'elle n'avait pas payé. Ils savaient que Madame Durand, au 30 du mois ou au 1er du mois suivant, viendrait avec une poignée de billets pour payer ce qu'elle devait. C'était pas un souci, les commerçants avançaient. C'était leur fonction quelque part. Ils avaient une fonction de banquier aussi un petit peu. Ils avançaient. La nourriture. C'est des gens qui avaient la chance d'avoir pignon sur rue, de ne pas mourir de faim. Et ils estimaient que ça faisait partie de leur rôle que d'avancer aux gens qui avaient un petit peu plus de difficultés à payer au jour le jour, contents de quoi se nourrir. Puis les banques sont entrées dans le circuit et ce sont les banques qui ont commencé à prêter de l'argent aux gens pour que les commerçants puissent être payés au jour le jour, parce que les nouveaux commerçants ont exigé d'être payés au jour le jour, au moment où les commerces ont pris une dimension inhumaine. Tant que c'était Madame Dupont qui faisait crédit et Madame Durand, il n'y avait pas de souci parce que Madame Dupont connaissait Madame Durand. Dès qu'on a commencé à agrandir les magasins, dès qu'on a commencé à avoir des magasins de plus grande dimension, où personne ne connaissait personne, les responsables du magasin, les chefs de rayon, etc., ne connaissaient pas les clients, ne savaient pas leur nom. Quelquefois, ils connaissaient quelques têtes. Bonjour madame, etc. Est-ce que votre blanquette était bonne hier? Oui, excellent, merci, vous m'avez très bien servi. Ok, ça existe encore. Mais le client qu'on connaît par son nom, dont on connaît l'adresse, dont on connaît les enfants, et à qui on peut faire totalement confiance au point de le laisser partir avec sa blanquette, sachant qu'il va la payer de toute façon dans une semaine, il n'y aura pas de souci. Ben ça, c'était fini. Ça, c'était fini. Ça a été la grosse évolution des 30 dernières années du XXe siècle. On ne pouvait plus partir avec sa blanquette, on ne pouvait plus manger si on n'avait pas de quoi la payer. Donc il a fallu la payer comptant, il a fallu pour ça emprunter à la banque. Et il a fallu pour ça aussi payer la banque. C'est le principe des agios. Donc, les gens de plus en plus voulaient faire des économies sur tout, c'est-à-dire payer les choses le moins cher possible. C'est comme ça que les gens ont commencé à aller dans les grandes surfaces, c'est comme ça que les grandes surfaces ont commencé à naître
vendaient les choses tellement moins chères. Au début, la même qualité, mais tellement moins cher. J'ai le souvenir d'un ami de mon père qui était vendeur d'appareils téléviseurs, chaînes hi-fi, etc. Et qui pleurait un soir au dîner à table en disant à mon père: mais est-ce que tu te rends compte, ce nouveau magasin Carrefour qui venait de naître, bah Carrefour, ils achètent les téléviseurs chez Philips moins cher que moi. Ils vendent les téléviseurs à Carrefour aux clients moins cher que moi, je les achète chez Philips. J'ai fermé. Et oui, il a fermé bien sûr parce que les clients allaient acheter à Carrefour. Carrefour qui, à l'époque c'était Carrefour, mais il y en avait des tas d'autres qui n'existent plus d'ailleurs maintenant. Ces gens mettaient le garrot aux fournisseurs pour obtenir des prix. Je vous en achète 1000, mais vous me cassez le prix. Donc, le client avait moitié moins cher un produit qu'il payait en fait très en dessous de sa valeur. Les fournisseurs ont dû s'adapter pour faire des prix toujours moins chers. Ils ont dû tirer sur les salaires de leurs ouvriers. Lesquels ouvriers étaient aussi les clients des magasins. Donc l'ouvrier percevant un salaire de moins en moins important pour pouvoir lui permettre d'acheter au magasin des produits de moins en moins chers. Vous voyez le cercle vicieux qui s'installait. Les magasins étaient moins chers, mais pour pouvoir produire des produits moins chers, les producteurs payaient moins cher à leurs ouvriers qui touchaient moins de salaire. Donc là, les gens ont commencé à courir après le moins cher que moins cher. On a eu la lessive qui l'avait plus blanc, et là, il va falloir chercher le magasin qui vend moins cher que moins cher. Parallèlement à ça, je vous l'ai dit, s'installait la mode du gadget, c'est-à-dire la mode de l'inutile, la mode des choses de piètre qualité, jetables. Les vêtements que l'on achetait avant une fois par an peut-être, pour les enfants, une fois tous les 2-3 ans pour les adultes, quand un homme avait un costume, quand une femme avait une robe, elle la portait jusqu'à la corde. Là, on a vu apparaître de la confection. J'ai connu l'époque des couturières. La couturière qui faisait des choses soignées, finies, magnifiques, etc., qui mettait tout son amour avec le tissu que la cliente avait choisi. C'était vraiment des choses complètement individualisées. Vous portiez une robe, personne n'avait la même robe. Et puis est arrivée la confection, et là tout le monde s'est jeté dessus. Oh, c'est formidable, on rentre dans le magasin, on rentre dans la robe, on sort avec. Il n'y a pas besoin d'attendre. Pas besoin d'attendre que la couturière la fasse. Oui, alors elle est de mauvaise qualité. Elle est de mauvaise qualité, le tissu est désagréable, et on va être obligé de la changer tout le temps. Et puis, comme c'est de plus en plus original, on va en avoir marre très vite. Alors la mode s'installe. Cette mode qui nous permet de porter des choses de plus en plus farfelues. Parce qu'on s'en fiche, de toute façon, on va les porter très peu de temps. Il n'y a plus de pérennité, il n'y a plus de qualité. On jette, on jette, on jette. Et c'est là qu'on commence à tirer sur la Terre, et c'est le début de... c'est le commencement de la fin pour l'environnement, pour la planète. Et puis, à la fin du XXe siècle, on a vu arriver une dimension supplémentaire avec la vente par Internet. La vente par correspondance existait déjà depuis un certain temps, mais elle vendait des produits, les magasins qu'on retrouvait dans la rue, on les retrouvait aussi par correspondance. Si vous envoyiez un courrier avec un catalogue et vous pouviez vous faire livrer à domicile si vous n'aviez pas le temps d'aller au magasin, mais c'était les mêmes. Et puis Internet nous a amené des dizaines, des centaines de milliers, des millions peut-être, de boutiques complètement virtuelles, dont on ne sait absolument pas qui elles sont, qui sont les êtres humains derrière, s'il y en a, on n'en sait rien. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui le fabrique, et c'est de moins en moins cher. Et surtout, toutes ces choses, parmi toutes ces choses qu'on achète, la plupart d'entre elles ne servent à rien. La plupart d'entre elles n'ont aucune durée de vie. La plupart d'entre elles sont de très mauvaise qualité. Et les commerçants sont tellement nombreux, les sites de vente sont tellement nombreux, que pour attirer le client, eh bien, il faut qu'il soit non seulement de moins en moins cher, mais en plus, de plus en plus gratuit. C'est-à-dire qu'on en achète un, on en a un gratuit. On en achète un, on en a 3 gratuits. C'est une surenchère de gratuité. Et les consommateurs de ces 30 dernières années, de ces 40 dernières années, on va dire,
ouais, 30 années, ont commencé à s'habituer à « on me doit tout ». Je n'ai pas beaucoup d'argent, certes, mais ça m'est égal, je vais fonctionner sur du gratuit. Tout doit être gratuit. Ce qu'on me donne doit être gratuit. J'ai l'exigence du gratuit. Et le gratuit est devenu un dû. Tant et si bien que maintenant, si quelqu'un essaye de faire payer son service, on le prend pour un charlatan. On le prend pour un voleur. Et on essaye d'avoir quelque chose de gratuit. Alors bien sûr, tout ce gratuit, évidemment, c'est du pipeau, comme on dit. La plupart du temps, ça n'est bon à rien. C'est de très piètre qualité, que ce soit de l'objet ou que ce soit autre chose. C'est d'une très très mauvaise qualité. Mais les gens sont tellement habitués à avoir du gratuit qu'ils préfèrent avoir du gratuit de mauvaise qualité, plutôt que de reproduire le geste séculaire de l'humanité, qui consistait à recevoir un produit de qualité en échange d'une reconnaissance de qualité, qu'elle soit sous forme de troc ou qu'elle soit sous forme de monnaie. Je crois que pour l'avenir, c'est l'un des piliers de la décroissance va passer par ça. Arrêtez d'acheter gratuit. Arrêtez de ne plus acheter. Parce que quand on n'achète pas, je parle des choses dont on a besoin. Je ne suis pas en train de vous inciter à aller acheter des tas de cochonneries dont vous ne vous servirez pas. Mais les choses dont vous avez besoin. Le fait de les payer, soit parce que vous donnez quelque chose en échange, que vous possédez, que vous savez faire, soit parce que vous donnez de l'argent, parce que vous n'avez rien qui intéresse votre vis-à-vis. Ça, c'est le geste de base de la gratitude. Et que la gratitude est indispensable à la survie de l'humanité. L'humanité, à l'heure actuelle, est en train de mourir de l'absence de gratitude. Je vous invite à méditer le fait que, à chaque fois qu'il y a gratuité, alors, pas tout à fait à chaque fois, lorsque la gratuité est systématique, disons, il peut y avoir gratuité. Et à ce moment-là, c'est un don. Ça, le don, ça existe. On peut faire don de ce que l'on a, on peut faire don de son service, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'exceptionnel parce que le don permanent, donc, ça devient de la gratuité. Et là, il y a forcément vol. Quelqu'un est forcément volé. Soit celui qui bénéficie du produit vole celui qui le fabrique, soit c'est le contraire. Il y a quelques années, il y avait un slogan qui disait « Quand c'est gratuit, c'est toi le produit ». Je vous invite à reméditer là-dessus. Quand vous acceptez un produit gratuit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, exceptionnellement, la personne qui vous donne le produit, quel qu'il soit, je dis bien, que ce soit un produit ou un service, ça n'a pas d'importance, la personne qui vous donne ce qu'elle a, ce que sa compétence lui permet de donner, est-ce qu'elle vous l'offre de son plein gré? Est-ce qu'elle vous l'offre parce que c'est en fait, je dirais, un remboursement par exemple de votre fidélité? Est-ce qu'elle vous l'offre parce qu'elle attend quelque chose de vous en échange? Est-ce que ce cadeau, entre guillemets, est une incitation à un achat? Est-ce que c'est un faux cadeau? Qu'est-ce que c'est, ce gratuit? Et vous, en acceptant ce gratuit, qu'est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous acceptez un cadeau, auquel cas il est juste d'en avoir de la reconnaissance et de témoigner votre gratitude? Est-ce que vous acceptez un échantillon? Auquel cas, peut-être, est-ce que vous allez acheter derrière? Peut-être pas, mais à ce moment-là, il faudra exprimer la raison pour laquelle vous le faites ou vous ne le faites pas. Ou est-ce que vous voulez simplement bénéficier de la gratuité totale? Et à ce moment-là, c'est vous le voleur. Vous prenez sans jamais donner. Vous stockez sans arrêt cette énergie. Les produits aussi bien que l'argent sont une énergie. Et une énergie, ça s'échange. Si on ne la renvoie pas, elle ne peut pas revenir. Et si vous stockez sans arrêt,
Imaginez un match de tennis où, au lieu de renvoyer la balle, celui d'en face les garderait toutes. Ouais. Un des deux, service, hop, l'autre en face attrape la balle et la met dans un panier. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Le gars va avoir un gros panier de balles et il n'y aura plus de balles pour jouer. Et bien c'est exactement ce que vous faites, en ne consommant que du gratuit. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il n'est pas juste de tout avoir sans rien payer. Je vous laisse méditer cela. Au revoir.